Au début du mois de juin 1944, une immense armada alliée s'est lancée pour entamer les premières étapes de la reconquête des territoires occupés par l'ennemi en Europe. Début juin 1944, une immense armada alliée a entamé la reconquête des territoires occupés dans le Pacifique. Oui, en juin 1944, il n'y a pas eu une, mais deux énormes flottes d'invasion alliées déployées, l'une vers les plages de Normandie et l'autre en direction des îles Mariannes, les premières véritables îles de roches et de terre que les États-Unis visaient à priver définitivement les Japonais, puisque les assauts précédents avaient soit eu lieu sur des îles contestées et jamais totalement aux mains des Japonais, soit sur des atolls coralliens et autres lieux similaires qui, bien que techniquement des îles, étaient de taille et d'importance naturellement limitées. Les objectifs de cette flotte de plus de 600 navires et de plus de 127 000 soldats étaient considérablement plus grands que ceux-là, et il était possible que la cible soit bien plus lourdement défendue. Il y avait trois objectifs principaux, les îles de Saipan, Guam et Tinian, avec Saipan en tête de liste. Guam serait envahi, puis les forces de Saipan seraient transférées pour prendre Tinian après leur objectif initial. L'amiral Raymond Spruance était le commandant en chef, avec l'amiral Meacher, responsable des porte-avions, et l'amiral Lee, responsable des cuirassés. Le plan prévoyait que les avions terrestres attaquent les avions japonais des îles Carolines, près de Truk, tandis que les porte-avions resteraient près des forces de débarquement, car selon le renseignement américain, la marine japonaise pouvait avoir jusqu'à 9 porte-avions pour contrer l'invasion. Spruance doutait que la marine impériale japonaise attaque, car les récentes opérations du général MacArthur dans le sud-ouest du Pacifique offraient une cible plus tentante, et les Japonais ne l'avaient pas visée. Pourquoi attaquerait-il alors la 5e flotte, bien plus puissante? Néanmoins, il prit des dispositions au cas où il se tromperait. Il s'est avéré que c'était une bonne idée, car du côté japonais, une partie de la raison pour laquelle il n'avait pas attaqué les forces de MacArthur était que les Japonais avaient compris que les Mariannes, ou quelque chose de similaire, seraient la prochaine cible de la marine américaine, et ils rassemblaient leurs forces précisément pour contrer cette attaque. Au départ, il y avait eu un certain débat interne sur l'endroit où la marine américaine allait frapper ensuite, mais les efforts de reconnaissance et les frappes préparatoires américaines sur les Mariannes avaient clairement indiqué l'intérêt des États-Unis pour cette région. La prise de Saipan ou d'une île voisine briserait la ligne de défense de la marine impériale japonaise qui tenait les bombardiers à long rayon d'action éloignés du Japon, sauf embarqués sur porte-avions. Il fut donc décidé que la marine impériale tenterait enfin la bataille décisive tant attendue. Sous le commandement du nouvellement nommé amiral Ozawa, pratiquement tous les grands navires de guerre japonais encore en état de naviguer et qui comptaient prirent la mer. Mais les Japonais faisaient face à un problème. La majorité de leurs porte-avions de flotte n'étaient plus que de lointains souvenirs, bien qu'ils disposaient encore de leurs 3 plus grands porte-avions de flotte construits à cet effet, le Shikaku, le Zuikaku et le tout récemment mis en service Taiho. Le reste de la flotte de 9 porte-avions, qui semblait redoutable sur le papier, était composé d'une paire de paquebots convertis, le Junyo et le Iyo, qui étaient environ 2 fois moins performants que les grands porte-avions, et de 4 porte-avions légers issus de la conversion de ravitailleurs d'hydravions et de sous-marins, le Ryuho, le Chitos, le Chiyoda et le Zuiho, chacun n'étant qu'à peu près un tiers aussi performant que les grandes unités de la flotte. Ainsi, la flotte de 9 porte-avions équivalait, en termes de capacité d'emport, à environ 5 porte-avions de flotte et un peu plus en capacité d'avion. Ces navires, ainsi que leurs forces de ravitaillement auxiliaires, devaient être soutenus par une ligne de piquetage sous-marin assez étendue, mais beaucoup de ces sous-marins seraient coulés dans les semaines précédant les débarquements américains à Saipan. 3 cuirassés, le Yamato, le Musashi et le Nagato, ainsi que les croiseurs de bataille Kongo et Haruna, assuraient l'escorte lourde des porte-avions, accompagnés de nombreux croiseurs et destroyers qui escortaient tout ce qui était plus grand qu'eux. Mais en plus de devoir reconstituer pour la 9e fois les groupes aériens de la marine impériale japonaise, le simple fait était que les porte-avions ne fonctionnaient toujours pas tout à fait à pleine capacité,
principalement en raison d'une pénurie de pilotes, même relativement peu entraînés. Répartis en 3 divisions, il y avait la Force A, qui comprenait les 3 porte-avions de flotte et embarquait un peu plus de 200 avions, soit environ 80% de leur capacité théorique. La Force B, avec les 2 IOS et le Ryuho, était presque pleine, transportant environ 135 avions, tout comme la Force Van qui, avec un peu moins de 90 avions, atteignait à nouveau une capacité maximale approximative. Au total, cela représentait environ 425 avions, selon que l'on compte ou non les avions de reconnaissance et les appareils de réserve. En théorie, c'est une force assez importante, avec plus d'avions que les Japonais à Midway. C'était même plus que ce qu'ils avaient eu à Pearl Harbor. Mais le problème, c'est que nous n'étions pas en 1941, nous étions en 1944, et l'ennemi avait aussi son mot à dire. Et cet ennemi en particulier n'était autre que la marine américaine. La flotte américaine n'avait plus rien à voir avec le seul porte-avions endommagé qu'il leur restait en service à la fin de 1942. Bien que seulement 18 mois se soient écoulés, les forces naviguant désormais sous le commandement de Spruance dépassaient de loin toute la flotte de porte-avions américaine d'avant-guerre. Non seulement les navires perdus en 1942, le Yorktown, le Hornet, le Lexington et le Wasp, furent ressuscités sous la classe Essex, mais le vieux Enterprise était toujours là, accompagné de l'Essex et du Bunker Hill. Accompagnant ces porte-avions de flotte se trouvaient les porte-avions légers Belleau-Wood, Bataan, Cabot, Monterey, San Jacinto, Princeton, Coppens et pour compléter le mémorial des navires d'aviation perdus en 1942, le Langley. Ensemble, ils alignaient près de 900 avions et la plupart étaient de nouveaux Hellcats, Helldivers et Avengers, avec quelques Corsair et quelques Dauntless pour compléter, tandis que de nombreux avions japonais étaient encore les Val, Kate et Zero qui les avaient accompagnés pendant la majeure partie de la guerre, même s'il y avait quelques versions plus récentes de ces appareils dans les différents hangars. Il y avait aussi quelques-uns des nouveaux avions d'attaque Jill et Judy ajoutés pour faire bonne mesure. De même, au lieu d'avoir 1 ou 2 cuirassés rapides rassemblés à la hâte comme en 1942, les forces de l'amiral Lee comptaient désormais 7 cuirassés rapides, dont 2 de la classe Iowa, ce qui signifiait qu'il avait sous son commandement tous les cuirassés rapides opérationnels alors en service dans la marine américaine, à l'exception du Massachusetts, puisque le Wisconsin et le Missouri venaient tout juste d'être mis en service et n'avaient pas encore été déployés opérationnellement. Cette force était si puissante qu'il y avait 5 autres cuirassés plus anciens et pas moins de 7 porte-avions d'escorte, chacun disposant d'un groupe aérien comparable en taille à celui des 4 porte-avions légers japonais, et ils ne faisaient même pas partie de la force de combat principale de Spruance. Eux et de nombreux croiseurs, destroyers et escorteurs étaient entièrement dédiés à l'escorte et au soutien de la flotte d'invasion amphibie, une unité distincte. Bien qu'elle ne connaisse pas les détails précis de la puissance de la flotte américaine, la marine impériale japonaise savait néanmoins qu'elle risquait d'être quelque peu en infériorité numérique et en puissance de feu. Ils ont donc élaboré des plans pour tenter d'atténuer ce problème en s'appuyant sur 2 facteurs principaux, l'avantage du défenseur et la portée importante des avions japonais. Le premier facteur signifiait qu'il y avait un certain nombre d'îles tenues par les Japonais, notamment Guam, à portée de Saipan et de toute flotte souhaitant l'attaquer. Le plan prévoyait de déployer de nombreux avions sur les aérodromes des îles pour soutenir ceux des porte-avions. Cela permettrait d'augmenter les effectifs totaux. La plupart des avions japonais ayant une meilleure portée que les Américains, il fut décidé de lancer des attaques depuis une distance supérieure à la portée de la flotte de porte-avions américaine pour pouvoir réagir. Cela permettrait de protéger les précieux porte-avions de la marine impériale japonaise. Les frappes pouvaient être guidées par des rapports d'avions basés à terre et par des navigateurs hautement qualifiés à bord de quelques avions embarqués sélectionnés. Si les avions embarqués ne pouvaient pas revenir à leur porte-avions d'origine avec leur propre carburant, une situation qui dépendait du modèle, du type et de la configuration de l'appareil, ils pouvaient alors atterrir sur le terrain d'aviation le plus proche, tenu par les Japonais,
se ravitailler, puis, si la bataille était gagnée ou en pause, retourner au porte-avions. Si la bataille continuait, ils pouvaient se réarmer et repartir en attaque depuis les îles, idéalement en collaboration avec leurs camarades qui décollaient en deuxième ou troisième vague depuis les porte-avions. Même si la bataille tournait mal, en théorie, la flotte devrait pouvoir se replier sans aucune perte. Si tout se passait bien, ils pouvaient s'approcher, effectuer des frappes de suivi, puis envoyer la flotte de surface. L'objectif de Spruance était assez clair pour lui. Il devait faciliter les débarquements à Saipan puis les soutenir. Si la marine impériale japonaise intervenait, il devait protéger les débarquements, mais la façon de procéder était laissée à sa discrétion. Certains amiraux auraient activement cherché à traquer la flotte japonaise, mais Spruance était plus prudent. Grâce aux codes déchiffrés et aux plans ennemis capturés, il était bien conscient de la prédilection de la marine impériale japonaise pour les plans complexes qui contournaient les forces ennemies. Et il était possible que toute attaque directe de front tente également de faire passer une force de surface rapide sur les flancs pour frapper les zones de débarquement. Il décida donc d'adopter une posture défensive, laissant l'ennemi venir à lui, car, au final, si les troupes attaquant Saipan étaient simplement autorisées à faire leur travail, le résultat serait la perte de l'île par les Japonais, ce qui était tout l'objectif. Qu'ils doivent ou non livrer une bataille navale pour s'assurer que ce soit le cas n'était pas aussi important pour lui que d'atteindre l'objectif global. Avec le débarquement prévu pour le 15 juin moins de 36 heures avant le début de l'opération, le sous-marin United States Ship Boffin, que vous pouvez aujourd'hui visiter comme navire-musée à Hawaï, transmit un rapport de contact par radio. Il avait repéré 4 cuirassés, 6 croiseurs et divers navires d'escorte se dirigeant vers Spruance. La marine impériale japonaise semblait en mouvement. Comme le rapport d'observation n'évoquait aucun porte-avions, Spruance laissa les préparatifs du débarquement continuer. Mais il commença aussi à préparer des plans de secours au cas où. Après tout, les Japonais étaient connus pour faire opérer de puissants groupes de surface séparément de leurs porte-avions, mais dans le cadre d'un plan global, et si Boffin avait repéré un élément de surface détaché, il était possible qu'il y ait un ou plusieurs groupes de porte-avions encore là-bas, juste hors de vue de ce sous-marin en particulier. Il fit donc en sorte que des hydravions à long rayon d'action patrouillent intensivement les océans à proximité, et il ordonna à 2 groupes de porte-avions qui devaient attaquer les bases aériennes japonaises sur Iwo-jima de rester en alerte maximale pour un éventuel rappel. En estimant à partir de la position indiquée dans le rapport combien de temps il faudrait aux Japonais pour atteindre la portée d'attaque de la zone de Saipan, il ordonna à la flotte de ravitailler la veille de la date calculée afin que tout le monde ait presque les réservoirs pleins et que les navires logistiques puissent se replier en sécurité plus à l'est. Le 15 juin 1944 passa et au coucher du soleil, 20 000 Marines étaient à terre sur Saipan. Mais alors que la lune se levait, un rapport arriva d'un autre sous-marin, l'United States Ship Flying Fish. Il avait repéré des porte-avions et des cuirassés, bien qu'il ne soit pas certain du nombre, quittant le détroit de San Bernardino aux Philippines. S'ils avançaient à grande vitesse, ils arriveraient dans 3 jours, ce qui signifiait que leurs avions pourraient frapper juste au moment où les débarquements sur Guam devaient commencer. Spruance ordonna à ses groupes de porte-avions en patrouille libre, envoyés neutraliser d'autres îles voisines, de frapper une journée puis de revenir sous son commandement. Il voulait que toute sa flotte soit prête pour le 17 la veille de l'arrivée des Japonais, et bien sûr aussi le jour prévu pour le ravitaillement. Le 16, le sous-marin United States Ship Seahorse signala une nouvelle force ennemie, cette fois au nord-est de Mindanao, à seulement 2 jours de navigation. Il semblait à Spruance que plusieurs groupes ennemis se rapprochaient de lui, et ils semblaient tous avoir synchronisé leur arrivée pour le même jour. Le risque qu'il frappe les débarquements de Guam précisément au moment crucial où les troupes mettaient pied à terre était trop grand et ces débarquements devraient être retardés, mais les débarquements sur Saipan étaient déjà bien avancés et ce processus ne pouvait plus être arrêté. L'amiral Turner, chef des forces amphibies, hésitait à retirer ses navires de transport car leurs approvisionnements et les installations médicales des navires hôpitaux étaient essentiels, mais il craignait aussi de les exposer aux attaques des avions japonais.
Spruance lui demanda d'envoyer à l'est tout ce qui n'était pas essentiel, puis ordonna aux navires de guerre de se préparer à agir et à partir vers l'ouest. Tout terrain d'aviation proche serait attaqué par des avions embarqués pour neutraliser toute aide ennemie avant l'arrivée de la marine impériale japonaise. Même les anciens cuirassés de la force de bombardement de Turner étaient prêts si besoin. Mais ils étaient trop lents pour suivre la flotte principale, alors ils furent déployés comme ligne d'arrêt finale au cas où des forces ennemies de contournement parviendraient à passer discrètement la flotte principale. Malgré ces efforts, il devra quand même gérer les terrains d'aviation de Guam et des îles voisines. Bien que les porte-avions de Meecher les aient durement frappés, maintenant que les forces américaines étaient détournées pour affronter la flotte japonaise principale, rien n'empêchait l'arrivée de nouveaux avions et la réparation rapide des pistes d'atterrissage endommagées. Puis, dans la soirée du Dixet, le sous-marin United States Ship Kavala, aujourd'hui également un navire-musée à Galveston au Texas, bien qu'il ait été fortement modifié pendant la guerre froide, signala que les navires japonais semblaient évoluer à la limite de la portée d'engagement de la flotte, plutôt que de chercher à foncer sur la formation américaine. Spruance en conclut qu'ils essayaient de l'attirer hors de sa position, car toutes les formations japonaises signalées auparavant n'avaient pas encore été localisées. Mais comme il n'était pas question pour lui de laisser les débarquements sans protection, ce seraient donc les Japonais qui devraient décider quand et où la danse prendrait fin et où le combat commencerait. Le 18, il était temps de finaliser les tactiques. On a demandé à l'amiral Lee s'il souhaitait attaquer les Japonais de nuit avec ses cuirassés rapides. Bien qu'il ait été le vainqueur décisif du combat entre Washington et Hiroshima, Lee a refusé pour plusieurs raisons. Certains de ces navires n'étaient pas aussi entraînés aux actions de nuit que le Washington cette nuit-là, et plusieurs étaient nouveaux dans les opérations en formation. Dans une zone sujette à des perturbations électromagnétiques, une panne de radar ou de communication, comme celle qui avait affecté le South Dakota fin 1942, pourrait se révéler bien plus grave. De plus, s'il partait, cela laisserait les porte-avions largement sans protection au cas où des éléments de la flotte japonaise seraient beaucoup plus proches et arriveraient d'un vecteur différent de ce que tout le monde pensait. À la place, Spruance, Meecher et Lee arrivèrent en formation défensive en couche. Un groupe opérationnel de porte-avions était rattaché au cuirassé de Lee en soutien rapproché, et cette formation fut envoyée en direction de la position signalée de la flotte impériale japonaise. L'idée était qu'ils servent principalement d'appât très piquant, les porte-avions mettant l'accent sur les opérations de patrouille aérienne de combat. L'idée était que les formations d'attaque japonaises tombent idéalement d'abord sur cette force, qui se déploierait avec une ligne d'escarmouche de cuirassés en tête. Les Japonais seraient alors obligés de traverser le feu nourri des puissantes batteries anti-aériennes des cuirassés et de leurs escorteurs, puis d'être décimés par la patrouille aérienne de combat, si celle-ci ne les avait pas déjà interceptés avant qu'ils n'atteignent la portée anti-aérienne des cuirassés. Ensuite, ils subiraient le feu anti-aérien du groupe opérationnel de porte-avions et de ses escorteurs, et ce n'est qu'après tout cela que les survivants auraient une chance de toucher un porte-avions américain. Ensuite, ils devront refaire tout le processus à l'envers pour s'échapper. Sinon, idéalement, après avoir été attaqués par les patrouilles aériennes de combat, ils viseraient les cuirassés mieux protégés et plus libres de manœuvrer, indépendamment du vent nécessaire aux porte-avions pour encaisser l'assaut. La patrouille aérienne des porte-avions resterait en attente, prête à attaquer les avions japonais dès que les canonniers de l'amiral Lee donneraient l'ordre. Les trois autres groupes de porte-avions se placeraient entre cette force et les zones de débarquement à Saipan. Ils auraient leur propre patrouille aérienne de combat en vol et prête à renforcer, mais ils auraient aussi quelques avions d'attaque prêts au cas où une opportunité de contre-attaque se présenterait. À 6 heures le 18, les deux flottes étaient séparées d'environ 420 milles nautiques. C'était bien au-delà du rayon de recherche de 325 milles des éclaireurs des porte-avions de la marine américaine, mais c'était à portée de leurs homologues japonais, ainsi que, bien sûr, des différents bombardiers bimoteurs basés à terre qui avaient été repérés à la périphérie des formations américaines. Certains des éclaireurs d'Azawa ont effectivement signalé les navires avancés de Lee. Malgré les risques,
Plusieurs éclaireurs ont été repérés et abattus par divers avions américains. Certaines de ces interceptions étaient prévisibles, comme les Hellcats, mais d'autres appareils qui revendiquèrent des victoires précoces comprenaient plusieurs Helldivers et un Avenger légèrement amusé qui tomba sur un hydravion Jake en train de voguer. Ravi de croiser un appareil encore plus lent et moins maniable que lui, l'Avenger l'abattit aussitôt. Au fil de la journée, les derniers éléments des forces américaines qui avaient été envoyés les jours précédents pour balayer les îles voisines regagnèrent leurs positions assignées. Mais dans l'ensemble, Azawa se faisait une idée approximative de l'emplacement des Américains. D'un autre côté, la marine américaine devait se contenter des renseignements fournis par ses sous-marins, ainsi que du fait que les avions de reconnaissance de la marine impériale japonaise étaient manifestement présents, ce qui signifiait que les Japonais se trouvaient quelque part, probablement à l'ouest. Le vent, ce jour-là, venait de l'est, ce qui était un peu gênant, car cela signifiait qu'à chaque fois que les navires américains voulaient lancer des avions, ils devaient se retourner et s'éloigner de la zone d'engagement, alors que les navires japonais pouvaient simplement pointer leurs proues vers l'ennemi et continuer d'avancer. À 07h30, la Kavala a signalé qu'elle poursuivait seule une importante force ennemie qui s'était rapprochée de 800 à 700 milles de Saipan pendant la nuit. Spruance a donc choisi de modifier légèrement ses plans. Il maintiendrait la disposition générale de sa formation, mais il effectuerait des recherches vers l'ouest pendant la journée. Puis, si l'ennemi refusait d'agir pendant la journée, il se replierait vers l'est la nuit. Cela a été soutenu par Lee, qui avait une confiance totale dans la capacité de sa flotte à anéantir toute force de surface japonaise qu'il rencontrerait lors d'une action de jour. Puisque les éclaireurs d'Azawa avaient repéré et signalé diverses formations ennemies, du moins ceux qui avaient survécu l'avaient fait, il décida de changer de cap du nord-est vers le sud-ouest. Cela permettrait de garder la distance pendant la nuit, au cas où les forces américaines avanceraient vers l'ouest dans l'obscurité. Le groupe des porte-avions légers japonais, agissant de sa propre initiative, était en fait en train de lancer une attaque en fin d'après-midi, avec l'idée que les avions atterriraient sur les terrains d'aviation beaucoup plus proches de Guam, qui pouvaient aussi être plus facilement éclairés, puis rejoindraient l'attaque principale le lendemain. Mais ensuite, l'ordre de changer de cap est arrivé et ils ont été forcés de rappeler leurs avions. Ozawa a plutôt signalé aux bases insulaires de se préparer à lancer leurs attaques le lendemain. Il estimait que ces 9 porte-avions faisaient face à 12 ennemis. C'était déjà un problème difficile en soi, mais ce n'en était pas un que les avions basés à terre ne pourraient pas faire pencher en leur faveur. En réalité, Spruance disposait de 15 porte-avions de flotte et légers, en plus des porte-avions d'escorte sur lesquels il pouvait compter si la situation devenait vraiment critique. Mais Ozawa ne le savait pas. Certains membres de la flotte américaine étaient irrités par la posture défensive. Ils voulaient continuer à foncer sur la flotte japonaise et l'attaquer tôt le lendemain matin, mais Spruance resta inflexible. Son rôle n'était pas de rechercher la gloire personnelle, mais de défendre les troupes qui débarquaient à Saipan, et la flotte suivrait donc son plan. Au petit matin du 19, de nouveaux renseignements radieux semblaient confirmer que le navire amiral japonais faisait bien partie du groupe que Kavala poursuivait. Puis un rapport confus arriva du sous-marin United States Ship Stingray. Elle se trouvait à près de 150 miles au sud de Kavala, mais elle était également brouillée. On pensait que c'était peut-être dû à une force de flanc qu'elle avait découverte et qui ne voulait vraiment pas que quiconque sache qu'elle était là. Meacher demanda à nouveau de lancer une attaque contre la force principale avant l'aube pour les frapper au lever du soleil. Cela permettait une action spectaculaire, laissait du temps pour d'autres attaques et plaçait le soleil dans les yeux des artilleurs anti-aériens japonais. Mais la possibilité que la force de flanc que Stingray avait peut-être repérée ou non a décidé Spruance, et les navires américains ont donc continué à se diriger vers Saipan. Des avions de recherche équipés de radars fouillaient les mers la nuit, mais seul un appareil terrestre multiréacteur entra en contact avec les forces japonaises sans pouvoir transmettre son rapport à cause d'interférences radio. Il était donc temps que les premières manœuvres de la bataille elle-même commencent. À 03h00, Azawa ordonne à sa flotte de se diriger approximativement vers le nord-est, entamant ainsi leur course d'attaque.
À 04h45, 16 avions de reconnaissance japonais sont envoyés dans les airs pour repérer et localiser les forces de porte-avions américaines 15 minutes après l'aube locale. Ils explorent un large arc, y compris les flancs, au cas où un groupe de porte-avions américains isolés chercherait à répéter l'attaque surprise contre les porte-avions japonais qui s'était produite à Midway. 8 de ces avions de reconnaissance seront abattus plus tard par les avions américains, mais leur simple absence de retour en disait long sur la direction des forces ennemies. À 05h15, une deuxième vague de 14 avions de reconnaissance japonais est envoyée. Encore une fois, 8 d'entre eux ne reviendront pas, presque tous sur les mêmes trajectoires que les 8 précédents qui n'étaient pas revenus. À 05h30, une troisième vague de 13 avions de reconnaissance est lancée depuis la flotte japonaise. Dans l'ensemble, ceux-ci utilisent des avions plus rapides et plus modernes que les précédents éclaireurs, et on s'attend à ce qu'ils aient une chance de survie légèrement meilleure s'ils rencontrent l'ennemi. À 05h47, le VF-28 revendique la première victoire de la journée lorsque ses Hellcats abattent un bombardier Judy repéré lors d'une patrouille de reconnaissance. À 05h50, le score s'ouvre au niveau de la mer lorsque l'escadron de Destroyer 53 est attaqué par des avions d'assaut lancés depuis les bases japonaises insulaires, probablement depuis Guam. 2 de ces appareils sont abattus sans qu'aucun navire américain ne soit endommagé, mais les avions japonais parviennent également à repérer le groupe opérationnel 58-1 au-delà des destroyers et transmettent le rapport d'observation par radio. À 06h00, le soleil se lève enfin complètement à l'horizon, juste au moment où 4 Hellcats attaquent par erreur un Martin Mariner en patrouille de reconnaissance. À 06h05, des chasseurs de porte-avions légers balaient le ciel de Guam pour neutraliser les avions d'attaque japonais, tandis que les éclaireurs à bord des porte-avions américains se préparent pour leur patrouille à l'aube. À 07h00, la principale force de reconnaissance aérienne d'Azawa apparaît sur les radars et les chasseurs de la patrouille de combat aérien sont envoyés pour en abattre un maximum. Comme nous l'avons vu, ils auront un certain succès. À 07h30, un hydravion Jake, ayant survécu et sur le chemin du retour, repère les cuirassés de l'amiral Lee et le groupe aéronaval qui les accompagne. La nature détaillée du rapport et la taille importante de la formation attirent immédiatement l'attention à bord des porte-avions japonais. À 08h00, la division des porte-avions légers japonais lance 69 avions. 45 d'entre eux sont des Zero armés de bombes. 16 sont des Zero en configuration purement chasse et B-6N. Ils envoient également une paire de vieux B-5N, mais ceux-ci sont équipés de navigateurs experts qui serviront à la fois d'éclaireurs pour la confirmation finale et de guides pour le reste du groupe aérien. N'ayant pratiquement aucun chasseur à bord, le Cheetos, le Chiyoda et le Zuiho se retirent alors vers l'ouest, avec pour consigne à leurs avions de revenir si possible, mais plus probablement d'atterrir à Guam pour se réarmer et se ravitailler si leurs réserves de carburant ne le permettent pas, ce qui sera probablement le cas. À 09h00, les porte-avions de la flotte japonaise commencent à lancer leur propre formation d'attaque composée de 128 avions comprenant 53 bombardiers en piqué, 27 torpilleurs et 48 chasseurs. Leurs effectifs diminuent légèrement après avoir été accidentellement pris pour cible par les porte-avions légers japonais, mais ils continuent malgré tout. Et juste une petite note concernant les horaires utilisés, il s'agit d'horaires unifiés qui présentent une vision cohérente de la bataille, car bien sûr, les horaires japonais reflètent leur position et l'heure de Tokyo, tandis que les horaires américains reflètent leur position et sont basés sur l'heure d'Hawaï. Ainsi, vous pouvez lire différents récits de la bataille où les horaires diffèrent légèrement, mais les écarts entre les différents événements resteront les mêmes. Cela dépend simplement du fuseau horaire que l'auteur a choisi d'utiliser pour ce récit. Mais dans tous les cas, tout n'allait pas bien dans la formation japonaise cependant. Alors que les avions quittèrent le pont, le sous-marin United States Ship Al-Bakr avait déjà pris pour cible le porte-avions Taiho. Bien qu'il ait réussi à lancer des torpilles depuis ses 6 tubes avant, le sous-marin a ensuite dû faire face à un problème bien plus urgent, survivre à la contre-attaque des destroyers d'escorte, et il n'a donc pas pu observer exactement ce qui s'est passé ensuite, à part écouter à travers les hydrophones du sous-marin.
2 des torpilles se sont avérées se diriger droit vers le navire amiral japonais. L'un des pilotes, Sakio Komatsu, les a aperçus arriver et il a plongé son avion sur leur trajectoire. Il a parfaitement chronométré son ultime attaque, détruisant l'une des torpilles par ce dernier acte. Malheureusement, aucun autre pilote n'était assez alerte pour répéter la manœuvre et la torpille a atteint sa cible. Bien que Tai-Ho se soit enfoncé d'environ 1,20 mètres à la proue après l'impact, ce porte-avions massif pouvait théoriquement résister à une frappe de torpille. Bientôt, l'ascenseur avant endommagé fut recouvert de planches et les opérations aériennes reprirent. Mais certains de ces réservoirs d'essence d'aviation avaient été percés et sans que personne ne le sache, elle était en quelque sorte une bombe à retardement. À 09h50, Meacher reçoit d'autres rapports faisant état d'avions tentant de décoller de Guam, mais il rappelle les patrouilles aériennes de combat au-dessus de l'île, car bien qu'elles aient fait un excellent travail pour perturber ces tentatives jusqu'à présent, il y a aussi des informations radar préliminaires sur l'arrivée d'avions d'attaque embarqués. À 10h00, ces données sont confirmées lorsque les écrans radars des cuirassés de l'amiral Lee commencent à afficher des dizaines de contacts qui approchent rapidement. À bord des porte-avions de Meacher, chaque chasseur disponible, ou avion pouvant agir comme un chasseur et encore sur le pont, est signalé pour décoller dès que possible, et les avions d'attaque sur les différents ponts recevront l'ordre de s'envoler vers le côté est de la flotte et d'y orbiter. Environ 200 L4 commencent ainsi à envahir le ciel. Il est maintenant 10h10, et la première force de frappe japonaise a commis une erreur critique. Ils ont passé les 10 dernières minutes à tourner en rond à 70 miles de leur cible pour se regrouper et resserrer leur formation. S'ils avaient continué à s'approcher, à ce stade, ils ne seraient plus qu'à 20 ou 30 miles de la formation américaine, avec seulement quelques Hellcats venant juste de décoller et peinant à prendre de l'altitude, et une patrouille aérienne de combat minimale. Au lieu de cela, ils ne recommencent à s'approcher que maintenant. Cela donne un temps précieux au groupe aérien américain en alerte pour décoller et prendre de l'altitude. À 10h15, les premiers Hellcats de la patrouille de combat plongent sur la formation japonaise à 60 miles de la ligne de bataille de l'amiral Lee. Au cours des 30 minutes suivantes, des éléments d'au moins 7 escadrons différents de la marine américaine vont balayer les assaillants japonais, dont 5 provenant des porte-avions légers. À 10h30, de l'autre côté, à l'ouest, le Iyo, le Junyu et le Ryuho commencent à lancer 47 avions en réponse à des rapports faisant état d'une seconde formation de porte-avions américains, ces rapports ayant été reçus environ une demi-heure plus tôt. À 10h35, les restes dispersés de la première force de frappe japonaise arrivent maintenant au-dessus des cuirassés de l'amiral Lee et commencent leurs dernières attaques. Des rideaux de tirs anti-aériens éclatent autour d'eux et la patrouille aérienne de combat américaine se retire alors que les avions japonais commencent à tomber en flammes dans la mer. L'un touche directement l'United States Ship South Dakota avec une bombe, mais c'est tout ce qu'ils accomplissent. Les survivants se retirent hors de portée de la défense contre avions, puis sont de nouveau attaqués par les Hellcats, qui avaient assez de carburant pour attendre la fin de l'attaque et frapper les Japonais à nouveau. Pendant ce temps, les premiers chasseurs américains arrivés évitent surtout la formation de l'amiral Lee pour rejoindre leur porte-avions, car ceux passant au-dessus des cuirassés sont pris pour cible. Dans l'atmosphère chargée d'adrénaline, tout avion à moteur en étoile se dirigeant vers les cuirassés est de façon assez compréhensible, considéré comme hostile jusqu'à preuve du contraire. Soit maintenant, soit lors de la deuxième attaque, les récits et les sources divergent. L'Indiana est touché par un B-6N qui est abattu quelques instants avant de pouvoir larguer sa torpille. L'arme s'éloigne sans causer de dégâts, mais l'appareil lui-même percute la ligne de flottaison du cuirassé, laissant une petite bosse pour marquer son passage. Un certain nombre d'explosions proches parviennent tout de même à causer quelques dégâts mineurs aux navires américains. Sur le Minneapolis, le lit et les vêtements de rechange d'un officier s'enflamment à cause d'éclats brûlants traversant la coque blindée. Mais dans l'ensemble, un pilote de Hellcat du Lexington a résumé le combat ainsi. Les avions ennemis avaient été assez bien décimés, mais un nombre important restait. Ça ne semblait pas qu'on allait réussir un coup de maître. J'ai rapporté cette information à la base.
Le ciel était envahi de fumée et de débris d'avions, et nous tentions de maîtriser les derniers avions ennemis et d'empêcher leur dispersion. Une autre boule de viande a quitté la formation devant moi et je me suis glissé derrière, me rapprochant encore à cause de mon pare-brise couvert d'huile. J'ai tiré une courte rafale, atteignant directement le point sensible à la base de ces réservoirs d'ailes. Les câbles de commande du pilote ont sûrement été touchés, car l'avion en feu est parti en vrille, hors de contrôle. Malgré nos efforts, certains Jill descendaient lancer leurs torpilles, tandis que les dernières Judy s'apprêtaient à larguer leurs bombes. Je me suis approché d'un groupe de 3 Judy alignés. Quand j'ai atteint la fin de la file, nous étions presque au-dessus de notre écran de navire, mais encore assez haut. Judy était sur le point de commencer sa plongée et, alors qu'il commençait à piquer du nez, j'ai remarqué des nuages noirs à côté de lui dans le ciel. Les canons de 127 mm commençaient à tirer. Bêtement peut-être, j'ai dépassé le plus proche. J'ai à peine effleuré la gâchette que ses moteurs se sont mis en morceaux. L'appareil a commencé à fumer, puis à s'embraser par intermittence alors qu'il disparaissait en dessous. Le suivant était à environ 1/5 de sa descente, essayant d'atteindre un des destroyers avant que je ne le rattrape. Cette fois, une brève rafale a donné des résultats étonnants. Le numéro 6 a explosé avec une énorme déflagration juste devant moi. J'ai dû toucher sa bombe. J'ai déjà vu des avions exploser, mais jamais ainsi. J'ai tiré brusquement sur le manche pour éviter les débris et les morceaux brûlants qui volaient. Puis j'ai annoncé à la radio « Abattu numéro 6, il en reste un devant et il se dirige vers un cuirassé, mais je ne pense pas qu'il y arrivera. » À peine avais-je prononcé ces mots que le Judy a encaissé un coup direct qu'il a immédiatement éliminé comme facteur de préoccupation dans la guerre. Il avait fait face à un vrai rideau d'acier du cuirassé. En regardant autour de moi à ce moment-là, il semblait qu'il ne restait plus que le Hellcat dans le ciel. En jetant un coup d'œil en arrière vers l'endroit où nous avions commencé, sur une trajectoire de 35 miles de long, il y avait des nappes de pétrole enflammées sur l'eau et de la fumée flottait encore dans l'air. Ça ne semblait pas durer 8 minutes. Ça paraissait plus long, mais ce n'était que ça, une opportunité de 8 minutes pour le vol d'une vie. À 11 heures, la plupart des pilotes américains se posent à nouveau sur leurs porte-avions. Leurs avions sont vite ravitaillés et réarmés, car la journée n'est pas finie. De nouvelles patrouilles aériennes de combat sont déployées. Pendant ce temps, loin à l'ouest, tous les groupes opérationnels de grands porte-avions japonais se rassemblent et lancent tous les avions qu'il leur reste, soit un total de 84 qui forment une 4e vague envoyée vers un contact signalé à 120 miles au sud de la position de l'amiral Lee. À 11h07, le radar à bord du porte-avions Lexington repère les 109 avions restants de la 2e vague d'attaque, celles lancées depuis les porte-avions de la flotte japonaise, qui se dirigent vers eux. Comme lors de l'attaque précédente, les avions japonais perdent de précieuses minutes à tourner hors de portée de la défense contre avions pour réorganiser leur formation. Les VF-15 et VF-16 reçoivent l'ordre d'intercepter, tandis que d'autres chasseurs sont envoyés dans les airs. À 11h39, à 40 miles des porte-avions, les premiers avions américains attaquent de front la formation japonaise qui approche. Des dizaines d'autres Hellcats sont en route, beaucoup ayant déjà combattu lors de la première vague d'attaque. Les premières pertes américaines de cette phase résultent en fait de leur empressement. Plusieurs Hellcats entament des montées abruptes avec des réglages incorrects sur leurs surcompresseurs ou bien sollicitent leurs hélices jusqu'à ce que les régulateurs cèdent. Dans les deux cas, les pilotes retombent dans la mer sans avoir réussi à affronter leurs adversaires. La bataille atteint la portée des navires américains et la défense contre avions à longue portée zèbre déjà le ciel. Un pilote a eu droit au spectacle d'un bombardier en piqué Judy qui passait devant lui, s'éloignant bien trop vite pour qu'il puisse tirer, avant de se désintégrer en confetti lorsqu'un obus de 5 pouces l'a touché de plein fouet et a réduit l'appareil en miettes. À 11h45, peut-être par désespoir alors que leur formation était décimée, la plupart des avions japonais survivants abandonnent toute tentative d'atteindre les porte-avions du groupe opérationnel 58.2 et s'en prennent à nouveau au cuirassé de l'amiral Lee. Une fois de plus, les navires capitaux remplissent le ciel de tirs anti-aériens, et cette fois, ils s'en sortent sans subir le moindre impact direct. Seule une demi-douzaine d'appareils de la première partie de cette vague d'attaque restent fidèles à leur mission initiale. Mais cela ne sert à rien car ils ne parviennent pas à toucher directement les porte-avions, même s'ils réussissent à provoquer plusieurs dégâts par des explosions proches sur le Bunker Hill et à infliger des dommages très légers au WASP.
À 11h54, d'autres avions des échelons arrière de cette vague d'attaque commencent à arriver petit à petit. Ils attaquent l'Enterprise alors qu'un artilleur a remarqué que le demi-yard, mais ils nous visaient tous. Cependant, le porte-avions vétéran était à la hauteur pour l'esquive et l'autodéfense, abattant 2 des avions en pleine attaque et forçant les autres à rompre, s'occupant du dernier appareil en arrachant son aile tribord, qui est tombé doucement dans la mer quelque temps après le reste de l'infortuné assaillant. Quelques-uns des tout derniers avions japonais ont finalement essayé de s'en prendre au Princeton, mais ils n'ont rien accompli. À midi, soit 12 heures, le United States Ship Kavala, qui poursuivait depuis longtemps la flotte japonaise, se retrouva alors face à un porte-avions. Après débat sur la possibilité d'avoir croisé un groupe américain, la vue d'un drapeau au soleil levant confirme la situation et ces 6 tubes lance-torpilles sont tirés. La dernière a été tirée dans la précipitation alors que les destroyers d'escorte fonçaient sur elle, ayant repéré le sillage du périscope. Malheureusement pour la marine impériale japonaise, les vigies du porte-avions Shikaku sont moins attentifs que leur escorte et ne voient les torpilles qu'au dernier moment, trop tard pour les éviter. Le porte-avions est touché par au moins 3 des 6 torpilles, provoquant une boule de feu lorsque les réservoirs de carburant d'aviation explosent, d'autant qu'il venait de récupérer des avions et de les ravitailler avec le système de carburant plein. L'équipage lutte pour maîtriser incendies et inondations tandis que le porte-avions gîte dangereusement. À 12h11, alors que les écrans radars se dégagent à nouveau au-dessus de la formation américaine, les VF-14 et VF-28 reçoivent l'ordre de monter en patrouille de combat aérien, tandis que les autres pilotes de Hellcat de la marine américaine retournent une fois de plus se ravitailler et se réarmer. La patrouille de combat aérien nouvellement arrivée est occupée à pourchasser quelques avions japonais isolés qui rôdent, cherchant une dernière occasion d'attaquer, mais au final, seuls 31 des plus de 100 assaillants de cette vague parviendront à regagner Guam ou leur porte-avions. À 12h25, le groupe opérationnel 58.4 repère le 3e raid japonais qui erre après avoir changé de direction en vol suite à un nouvel ordre. Après avoir observé ce comportement erratique, d'abord pensé comme une formation leurre, les chasseurs de la patrouille de combat aérien sont envoyés enquêter. À 13h01, les chasseurs du Hornet affrontent les derniers assaillants japonais et revendiquent plusieurs victoires sans perte. À 13h20, une poignée de zéros chargés de bombes atteignent les Sex, mais manquent leur cible. Cela marque une rencontre terne et brève avec la 3e vague d'attaque. À 13h30, les Hellcats sont dirigés vers ce que l'on pense être le reste de la 3e vague. Mais les contacts s'avèrent être un nuage, celui-ci provenant d'un radar dont la sensibilité était peut-être réglée un peu trop haut, et l'autre contact s'avère être l'île de Guam, celui-ci provenant d'une antenne radar qui visait peut-être un peu trop bas. Le manque de mouvement de la part de Guam aurait aussi dû mettre la puce à l'oreille, mais mieux vaut prévenir que guérir. Ayant cependant déterminé qu'une poignée de mitrailleuses de calibre 50 avait peu de chances d'envoyer l'intégralité de Guam par le fond, et de toute façon, les États-Unis voulaient en réalité garder Guam intact, relativement parlant, les pilotes font demi-tour. Des avions de reconnaissance sont lancés dans le but de localiser la flotte japonaise. À 14h15, après s'être dirigés vers leur cible assignée et n'avoir rien trouvé, des éléments de la 4e vague d'avions japonais qui faisaient déjà demi-tour vers leur base à ce moment-là repèrent en fait le groupe opérationnel 58.2 et commencent immédiatement à se rapprocher pour attaquer. En raison d'une radio défectueuse à bord de l'United States Ship Monterey qui les a repérés, ainsi que de la confusion sur la nature exacte des contacts à cause de leur approche depuis une direction inattendue, la riposte des chasseurs américains est tardive et incomplète. L'United States Ship Cabo lance ses avions prêts, mais ils doivent monter à 12 000 pieds pour intercepter l'ennemi. La patrouille de combat aérien, basée sur l'altitude d'attaque des précédents assaillants japonais, vole à 25 000 pieds. Ils sont maintenant confrontés au problème inverse. Ils doivent descendre sur une longue distance et assez rapidement sans dépasser la vitesse limite ni bloquer leur commande. Finalement, seul le VF-14 du United States Ship WASP parvient réellement à établir le contact,
abattant 3 avions avant que les appareils japonais n'entrent dans la zone de tir anti-aérien des porte-avions et de leurs escorteurs. À 14h20, quelque peu préoccupés, les navires du groupe de tâches 58.2 commencent à manœuvrer dans tous les sens, ce qui pousse le capitaine de Cabot à lâcher une série de jurons colorés, alors que les navires continuent de gêner ses tentatives de lancer plus de chasseurs. Mais au final, l'attaque n'accomplit pas grand-chose. Entre les manœuvres d'évasion effrénées des navires américains, les tirs anti-aériens bien ajustés et l'inexpérience des pilotes japonais, les seules victimes de l'engagement sont quelques membres d'équipage du VF-14 qui sont trempés par l'eau d'un obus tombé tout près. Un autre homme à bord du WASP est touché par un morceau de phosphore blanc enflammé et est légèrement blessé. 4 canonniers Oerlikon sont renversés par un fragment d'un Judy abattu, mais se relèvent vite. Un pilote de Hellcat sur le Bunker Hill est projeté à la mer avec son appareil lors d'un virage serré du porte-avions, les freins étant insuffisants. Heureusement, un destroyer proche voit l'accident et se précipite pour le sauver. Vers 14h30, bien plus à l'ouest, malgré leurs efforts, l'équipage du Taiho a, sans le savoir, transformé son porte-avions en une énorme bombe carburant-air, les vapeurs des réservoirs endommagés s'étant répandues dans tout le navire. Maintenant, l'inévitable se produit. Une simple étincelle quelque part déclenche l'explosion et la fierté de la flotte de porte-avions impériale japonaise explose et coule en peu de temps. Vers 15 heures au milieu des incendies, une bombe explose sur le Shikaku. Comme le Taiho, cela déclenche des vapeurs de carburant accumulées et une énorme boule de feu signe la fin rapide de ce navire qui coule peu après. À 15h10, tandis que plusieurs groupes d'avions japonais essaient d'atterrir à Guam, des Hellcats en patrouille en abattent de nombreux. Cela dure déjà depuis un certain temps, mais cela atteint son apogée alors que les derniers survivants des vagues d'assaut japonaises effectuent leurs dernières approches vers ce qui aurait dû être un refuge, mais qui est en réalité infesté par encore plus des dernières créations de Grumman Iron Works. À 15h30, les porte-avions américains récupèrent à nouveau leurs avions et les amiraux Meacher et Spruance tentent de comprendre la situation, demandant à chaque porte-avions des estimations des pertes et des victoires. Les porte-avions américains devaient encore naviguer vers l'est à cause du vent pour lancer et récupérer les avions avant de pouvoir virer à l'ouest et poursuivre les Japonais. À 16h30, Spruance ordonne la préparation des plans d'attaque pour le lendemain et, une fois la récupération des avions terminée, il ordonne de mettre le cap vers l'ouest. Pendant ce temps, bien qu'il ne lui reste qu'environ 150 avions dispersés entre Guam et ce qui reste de sa flotte, Ozawa envisage en réalité de reprendre l'action, en partie parce qu'il en a reçu l'ordre, en partie parce que ses pilotes lui ont dit que malgré les lourdes pertes, ils avaient touché et potentiellement coulé de nombreux navires américains, et en partie parce qu'il ignorait à quel point les avions basés à Guam avaient été décimés par les attaques américaines. Remarquez desquels ils n'ont vraiment pas joué un grand rôle pendant les événements de la journée. Pour l'instant, les forces japonaises se retirent vers le nord-ouest. Il est 2 heures du matin le 20 juin 1944. Dans l'obscurité, quelques chasseurs de nuit américains, équipés de radars, patrouillent et abattent des avions japonais opérant au-dessus des aérodromes de Rota et de Guam. À 5h30, des éclaireurs américains sont lancés en masse, trouvant et abattant quelques avions de reconnaissance japonais, mais sans trouver de cible. Comme cet incident le suggère, les Japonais ont également lancé leurs propres avions de reconnaissance. Les forces américaines étaient pleines d'espoir. Ils ne savaient pas que Shikaku avait coulé, et ils espéraient donc que sa forme endommagée ralentirait les formations japonaises. Ces recherches allaient se poursuivre tout au long de la journée, mais pour la plupart du temps, elles ne donnèrent aucun résultat. À 15h12, cependant, un rapport brouillé parvient à la flotte américaine, indiquant la position possible des forces japonaises. À 15h40, un rapport plus clair établit la position signalée des porte-avions japonais. La position signalée équivaut à environ 230 milles nautiques des navires américains. C'est tout juste à la limite de la portée d'attaque, voire un peu au-delà, techniquement parlant, pour certains avions,
Et maintenant, il faut décider s'il faut lancer une attaque en fin d'après-midi ou attendre un autre jour. Mais à 16h00, Meacher et Spruance ont pris une décision rapide. Ils conviennent que c'est maintenant ou jamais et ordonnent une attaque immédiate. 240 avions sont rapidement préparés pour le décollage, tandis que les pilotes se précipitent à leur briefing. À 16h10, les premiers briefings sont terminés et les premiers pilotes montent à bord de leurs avions. À 16h24, les premiers avions quittent le pont d'envol. Le pont d'envol. Sur les avions qui sont lancés, 14 doivent faire demi-tour pour diverses raisons, principalement mécaniques. Il reste donc 95 Hellcats, 54 Avengers et 77 bombardiers en piqué, un mélange de Helldivers et de Dauntless qui se dirigent vers l'ouest, avec un certain nombre d'Avengers transportant également des bombes au lieu de torpilles. À 17h15, Azawa reçoit son propre rapport de reconnaissance. Les porte-avions américains se trouvent à un peu plus de 300 miles à l'est de là. Cette estimation de distance est légèrement plus précise que celle utilisée par les Américains pour lancer leur attaque, bien que cela reste inconnu des deux camps. À 17h20, alors que la nuit approche, Meacher reçoit un autre rapport de reconnaissance. Cela indique que la formation ennemie est en réalité à environ 60 miles plus loin que ce que l'on pensait au départ. Il ordonne à une deuxième vague déjà prête sur le pont de se tenir prête à se retirer. Il est clair qu'il sera déjà assez difficile de récupérer la première vague, sans parler d'une autre qui devra maintenant décoller, voler, attaquer et revenir dans l'obscurité, bien au-delà de leur portée d'attaque officielle. Mais surtout, il n'ordonne pas à la première vague de faire demi-tour. De revenir. À 18h05 ou à peu près à cette heure-là, les Helldivers du WASP repèrent la formation japonaise en train de se ravitailler. À court de carburant, le voisin bombardier 14 décide de les attaquer. Leur attaque détruit 2 précieux pétroliers de la flotte et en endommage un autre. À 18h20, le reste de la formation américaine repère les porte-avions d'Azawa à 35 miles au-delà du groupe de ravitaillement et commence ses attaques. Le radar japonais a détecté les avions américains près de 20 minutes plus tôt, mais les porte-avions ont surtout passé ce temps à faire décoller un maximum de chasseurs. À 18h40, les avions américains arrivent au-dessus de la flotte d'Azawa et commencent leur assaut. Ils ont environ 20 minutes avant que la dernière lumière du soir ne disparaisse. Les héros foncent et sont contrés par les Hellcats. Des avions chutent des deux côtés pendant que bombes et torpilles pleuvent. À 18h50, la flotte japonaise vire et manœuvre alors que l'attaque atteint son paroxysme. L'un des pilotes du Hornet a décrit ainsi sa plongée d'attaque. Alors que je piquais à environ 12 000 pieds, le feu antiaérien est devenu si intense que je ne voyais aucun moyen d'y échapper. Mes aérofreins ouverts, je plongeais bien, mais sous le feu défensif intense, j'avais l'impression d'avancer au ralenti. Des sables mouvants. À ce moment-là, j'ai fait une chose inédite en plongée, refermer mes aérofreins. Mon avion a réagi en tombant comme une pierre vers la cible en dessous, laissant derrière moi les tirs nourris de la défense contre avion. Ma vitesse augmentait et, sans voler dans cette configuration, je ne pouvais jamais sortir de la plongée. Priant mon ange gardien à 6000 pieds, je remets le sélecteur de frein de plongée ouvert. Les freins d'aile ont fait ce qu'aucune spécification de fabrication n'avait prévu. Ils se sont réellement ouverts. C'était comme si une main géante avait attrapé mon avion par la queue, ma plongée effrénée a ralenti, et il y avait un porte-avions ennemi droit dans ma ligne de mire en dessous de moi, tournant dans l'axe de mon vol, sur sa longueur. À seulement 600 mètres, j'ai largué ma bombe. Les avions d'attaque ont endommagé les porte-avions Zuikaku, Junyo, Chiyoda et le cuirassé Arona. Le Zuikaku est presque abandonné lorsque ses réserves de carburant d'aviation prennent feu. La fumée épaisse persuade en fait les avions américains d'attaquer d'autres porte-avions, pensant qu'il est sûrement perdu, mais son équipage parvient finalement à maîtriser la situation. À 19h04, le voisin bombardier, 16 toujours aux commandes du bon vieux Dauntless, réalise la plus grande victoire de la soirée, ou du moins commence à la réaliser, en larguant des bombes sur et autour du Iyo. Peu après, un Avenger du torpilleur 24 détruit le porte-avions avec une torpille sur son flanc. Le porte-avions touché s'éloigne en titubant dans l'obscurité. À 19h10, l'attaque terminée, les équipages américains commencent à se regrouper pour le long voyage de retour.
Environ 20 d'entre eux ont été perdus lors de l'attaque, mais maintenant ils doivent affronter les dangers de la navigation par une nuit sans lune en mer et leurs propres réserves de carburant qui s'amenuisent s'ils veulent rentrer chez eux. À 20h15, les opérateurs radars américains détectent des contacts revenant vers eux. La plupart se dirigent approximativement vers les porte-avions, mais certains s'égarent beaucoup trop au nord ou au sud. Les porte-avions américains s'étaient préparés à cela. Les ordres de Meacher étaient, à son signal, d'allumer leurs feux de position et autres sources lumineuses de contour, avec un projecteur par porte-avions pointé droit vers le ciel comme balise. La flotte avait également continué à se diriger vers l'ouest pour réduire la distance avec leurs avions. Pour certains, cela serait juste suffisant. Pour d'autres, cependant, ce n'était pas suffisant, et de petits groupes d'avions étaient déjà en train d'amérir, restant pour la plupart proches les uns des autres pour s'entraider. À 20h30, alors que Meacher n'avait pas encore donné l'ordre d'illuminer les navires, l'United States Ship Hornet décide de le faire quand même et utilise tous les projecteurs dont elle dispose pour éclairer le ciel. Joko Clark, à bord du Hornet, ordonne aussi à ses croiseurs d'escorte de tirer des obus éclairants. Les destroyers du groupe opérationnel 58-1 trouvent l'idée brillante et braquent alors tous leurs projecteurs sur le porte-avions le plus proche. L'amiral Meacher, voyant ce carnaval grandissant, ordonne au reste des forces de porte-avions d'en faire autant, et bientôt les pilotes en difficulté, toujours en vol, ont la chance de voir leurs navires illuminés comme des phares. Ne se souciant pas vraiment du pont d'envol qu'ils visent, les pilotes, volant plus à l'espoir qu'au carburant, se dirigent vers le porte-avions le plus proche. Les officiers de signalisation d'appontage ou officiers de signalisation d'appontage doivent parfois refuser l'atterrissage à certains avions lorsque plusieurs tentent de se poser en même temps et dans certains cas, les avions n'en tiennent pas compte. Faute d'expérience des appontages de nuit et de carburant presque épuisés, environ 80 avions ne rentrent pas au hangar cette nuit-là, amérissant au sein de la flotte américaine ou jetés à la mer après des atterrissages ratés. Les navires plus petits ratissent la mer à la recherche des pilotes et des membres d'équipage qui ont améri. Perdre 100 avions au total était irritant, mais il y en aurait toujours d'autres pour les remplacer. Alors que des équipages entraînés, c'est une autre histoire. Au cours de cette nuit-là et pendant les 2 jours suivants, beaucoup des membres d'équipage ayant améri seront en fait retrouvés et secourus, mais certains deviendront les victimes tragiques d'un pari à haut risque. À 20h50, le lieutenant-commandant Armour, à bord de l'United States Ship Enterprise, décolle dans un chasseur de nuit corsaire équipé d'un radar. Il a un plan. Sous la direction de l'officier radar du navire, puis en utilisant son propre radar une fois suffisamment proche, il parvient à retrouver 3 groupes distincts d'avions qui s'étaient complètement perdus et les ramène vers la flotte. Pete Huron du Bunker Hill, à bord d'un Hellcat équipé d'un radar, fait de même. Certains des avions que ces pilotes récupèrent se trouvent à 80 ou 100 km de l'endroit où ils devraient être. À 21h, le porte-avions Io tombe victime du même problème qui a déjà coûté Taiho et Shikaku. Une accumulation de vapeur de carburant d'aviation est déclenchée par quelque chose, ce qui la laisse en flammes lors d'une énorme explosion. Peu de temps après, elle sombre également sous les vagues. À 22h52, le dernier avion atterrit sur les porte-avions américains. Les porte-avions s'éteignent alors pour éviter une éventuelle attaque de sous-marins, mais les destroyers restent éclairés, balayant l'eau avec leurs projecteurs à la recherche des nombreux membres d'équipage qui sont encore dans l'eau à ce moment-là. Ailleurs dans la flotte, en particulier sur les croiseurs équipés d'hydravions, les préparatifs initiaux sont en cours pour lancer des opérations de recherche et de sauvetage aérien dès que la lumière précédant l'aube le permettra. Une anecdote légèrement amusante concerne un bombardier en piqué Aichi D3A qui s'était inexplicablement retrouvé parmi la formation américaine et qui a été vu par plusieurs équipages de porte-avions tentant à plusieurs reprises d'atterrir sur plusieurs porte-avions américains avant de disparaître dans la nuit, peu de temps avant que le dernier avion américain ne se pose sur le pont. Cela semble très improbable et en effet, dans la plupart des cas, on n'y croirait pas, sauf que le même appareil, du même modèle, avec exactement les mêmes marquages, a été signalé sur plusieurs porte-avions appartenant à différents groupes opérationnels.
Mais avec cela, la bataille de la mer des Philippines, qui sera plus tard surnommée la Grande Boucherie des Mariannes, est officiellement terminée. Au total, les 2 jours de bataille ont coûté à la marine américaine 123 avions, 23 appareils perdus le premier jour lors de la défense de la flotte et 100 le lendemain lors de l'attaque contre les porte-avions japonais, bien que, comme nous l'avons mentionné, la plupart de ces pertes soient dues au manque de carburant lors du retour. Parmi les 100 avions qui se sont écrasés le deuxième jour, il y avait bien sûr 100 pilotes et 109 membres d'équipage à bord de ces appareils. Mais après les opérations de sauvetage, les pertes totales se sont élevées à 16 pilotes et 22 membres d'équipage plus, bien sûr, quelques victimes subies à bord de la flotte, en particulier sur le South Dakota avec ce coup au but le premier jour. Et certains des pilotes du premier jour n'avaient pas non plus survécu. À l'inverse, les Japonais avaient perdu 3 porte-avions, 2 pétroliers et environ 600 avions, ainsi que la plupart des pilotes et des membres d'équipage. La flotte de surface japonaise a surtout échappé aux dégâts, sauf le Haruna, mais 2 de leurs plus grands porte-avions ont disparu, un autre a été endommagé et presque tous leurs groupes aériens reconstitués ont de nouveau été anéantis. Les débarquements sur Saipan s'étaient poursuivis sans aucune interférence extérieure. Bien que certains membres de la flotte américaine aient été déçus qu'une action plus spectaculaire n'ait pas eu lieu, il s'agissait simplement du fait que les pertes étaient désespérément à sens unique en leur faveur et que les objectifs stratégiques globaux de Spruance avaient en fait été atteints. Bien sûr, certains allaient immédiatement juger Spruance assez sévèrement pour ne pas avoir complètement et totalement détruit la flotte ennemie. L'amiral Towers aurait même demandé la relève de Spruance, estimant sa victoire insuffisamment éclatante. Towers, bien sûr, s'est naturellement proposé comme remplaçant, mais les amiraux Nimitz et King ont résisté à ces demandes de façon assez véhémente. Ils étaient bien conscients de ce qui était en jeu, et à mesure que les rapports étaient compilés, ils savaient aussi parfaitement à quel point Spruance avait réellement remporté la victoire. Avec le recul, bien sûr, il est facile de souligner que la situation du débarquement à Saipan se passait en réalité mieux que ce qui avait été initialement rapporté à l'époque, et donc que les transports dans leur ensemble auraient potentiellement pu être envoyés vers l'Est plus tôt, libérant ainsi la flotte américaine pour aller directement vers une action décisive, sans avoir à revenir vers Saipan dans la nuit du 19. Mais cela reviendrait à prendre des décisions sur la base d'informations que Spruance non seulement n'avait pas, mais qui allaient en réalité à l'encontre des informations dont il disposait à ce moment-là. Bien que la menace de la marine impériale japonaise n'ait pas été complètement éliminée, la colonne vertébrale de la force de porte-avions de la marine impériale japonaise avait bel et bien été brisée, laissant la flotte japonaise incapable d'influencer sérieusement le cours des opérations américaines jusqu'à leur dernière tentative désespérée lors de l'invasion des Philippines à la fin de l'année. Pour l'instant, cependant, Spruance devait s'assurer que les Mariannes étaient sécurisées, y compris cette Guam plutôt agaçante, et il se concentra donc de nouveau sur cette tâche.